Le Pitch Club de Jean-Claude Mouaka. Jean-Claude Mouaka, donc bienvenue dans le Pitch Club. Déjà, c'est le podcast qu'on a lancé au Paname avec le We Love Comedy. Merci pour l'invitation. On donne la parole aux comédiens, à tous ceux qui font la comédie. Le Pitch Club, c'est le podcast qui donne la parole aux conteurs d'histoires. Et voilà. Les histoires drôles. Alors là, celui qui vient de parler, c'est Mousse. Et moi, c'est Enchanté. Enchanté. Moi, c'est David. Donc, on t'accueille, Jean-Claude, ce soir, parce que on va te présenter un tout petit peu déjà. Donc, on peut dire que t'es un vidéaste. Ouais. Donc, tu fais des vidéos. T'es acteur. Comme comédien. Donc, t'es comédien théâtre, comédien stand-up, comédien sur scène. T'as fait, et tu joues dans tes propres vidéos. Ça, on va en parler un peu après. T'es aussi, quelqu'un qui fait des débriefs de foot. Assez bien, assez épicé tes débriefs dans ta voiture face caméra. Et juste je vais commencer d'abord avec un peu ce qui s'est passé, une actu pas très heureuse, c'est que récemment t'as subi un vol de matériel et raconte-nous un peu ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Après l'enregistrement d'une vidéo, le tournage quoi. Moi je suis un mec tu vois, c'est moi qui fait un peu tout, je suis tous les postes sur les tournages, c'est moi le régisseur, c'est moi l'électro, c'est moi je fais tout, tu vois. Même pour le rangement et tout, je fais tout seul parce que c'est mon matériel, je suis un peu précieux, c'est ça qu'on dit. Ouais. Et du coup, je range et on avait terminé le tournage, j'ai rangé dans ma petite voiture qui était à 30 mètres du lieu de tournage. J'ai fait 2-3 allers-retour et au 3e aller-retour, plus de matos. Enfin, le plus important quoi, la caméra avec l'ordinateur, ma vie. Le gars, il est parti avec ma vie et j'étais vraiment Eh ben, je sais pas comment on peut dire ça. Je pense que c'était un des moments. Franchement, c'est sombre, hein. On est comment à ce moment-là, c'est-à-dire quand à ce moment-là, t'es vide. J'étais vraiment vide, en colère, mais pas que parce que je m'en voulais aussi, tu vois. Parce que je suis précieux pour ranger mes affaires, mais j'aurais pu être précieux en fermant ma voiture. Mais tu sais, c'est comme quand tu fais tes courses, tu te dis bon, tu sors les courses, t'es là, t'es à 10 mètres, 20 mètres. Tu peux pas penser qu'en 2 minutes, même 1 minute, on puisse te péter à ton truc, tu vois. Bon, après, je pense que c'est quelqu'un qui avait vu qu'on était en tournage et m'a vu ranger. Ouais, quelqu'un qui t'a suivi. Ouais, qui a dû voir, parce que c'est vrai qu'on tournait dans un local où si tu passes devant le local, tu vois qu'on est en tournage. Et donc c'était un lieu avec des gens qui viennent souvent travailler. Non, même pas dans la rue, peut-être des riverains, tu vois. Peut-être des riverains, il est passé, il a vu, il est peut-être resté 5-10 minutes voir ce qui allait se passer, il a vu qu'on a terminé, on a rangé. Oui, je me rappelle le soir même, quand je t'ai vu arriver au Paname, je dis soit il a j'ai senti qu'il y avait un truc grave, je dis soit il a eu un décès, soit quelque chose avec sa de famille, avec sa femme ou je sais pas. C'est même, c'est même niveau. Franchement, enfin, même niveau, j'abuse, mais je veux dire que j'ai eu une peine, inconsolable, parce que, en fait, pour moi, c'est comme si je perdais mon travail, en fait. Oui. Comme si j'étais au chômage et que j'allais pas toucher le RSA. Tu vois, parce que c'est comme ça que, au-delà que j'ai mon intermittence, mes gros revenus viennent des vidéos, en fait. D'accord. Tu vois, même pour la promo, et donc j'avais perdu tout. Donc je commençais à me poser la question, comment j'allais faire, parce que c'est plus de 8 000 € qui sont partis Mais comme c'était ça. Que du matériel, où il y avait également aussi, je crois que David m'a dit qu'il y avait des scénarios. Oui, il y avait des scénarios, il y avait pas de sauvegarde de scénario. Pas de sauvegarde, ça, comme par hasard, la cloud, ça faisait 2 semaines que je l'utilisais plus. Ouais, c'était chaud. Franchement, c'était chaud. Mais il y a quand même eu un événement heureux juste après. Ouais. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, finalement, tu t'es dit, je crois que t'as eu des discussions, Karim Kachour, patron du Paname, ou d'autres personnes qui t'ont convaincu de faire une cagnotte Litchi. Et t'as lancé une cagnotte en 24 heures. Et du coup, j'ai fait une vidéo. À la base, parce que moi je voulais pas faire la cagnotte Litchi. Il y a Karim qui m'en avait parlé rapidement, mais c'est Sandy Divoré avec qui je fais mes vidéos en couple, #en couple, sur les réseaux, qui m'a vraiment dit Jean-Claude, faut que tu fasses. T'as une communauté qui apprécie ce que tu fais, ça va marcher. Mais je voulais pas y croire, tu vois. Et puis même, c'était la vieille fierté de l'homme. Tu vois, de se dire je vais me démerder tout seul, je vais pas quémander, alors que non, en fait, tu vois, c'est avoir une communauté, en fait, c'est un vrai sens, et moi je ne comprenais pas ce sens-là, et je l'ai compris en faisant une vidéo, déjà pour prévenir que dans les prochaines semaines, mois, il y aurait pas de vidéo parce que j'ai plus rien. Ouais. Je voulais partager ma peine parce que j'avais pas extériorisé, tu vois, je sentais que j'avais un poids et je voulais hurler, enfin, j'ai dit au lieu d'hurler, vas-y, fais une vidéo, parle. Ouais, et du coup, je termine la vidéo et je dis franchement, perdu pour perdu, vas-y, parle de l'histoire de la cagnotte. Et donc je dis ouais, on va tenter de faire une cagnotte Litchi, et de toute façon, j'ai plus rien à perdre, quoi. Donc je fais ça, je crée le lien avant de poster la vidéo, je me dis on sait jamais, je poste la vidéo, je poste le lien.
Et ouais, en 24 heures. Mais attends, au moment où tu l'as créé, la cagnotte, tu te dis, bon, allez, si je récupère 200-300 balles, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien, c'est ça que je me dis. Ouais, franchement, c'est ça que je me dis. C'était quoi tes prévisions? Enfin, tu t'es dit, même si t'as beaucoup de Moi, j'ai mis le montant de ce que j'ai perdu. C'était quoi? C'était 8000 euros. Ouais, c'est ça. C'est ça que je mets dans la cagnotte. T'as 45 jours pour faire 8000 euros. Et tu les as eu. Je me dis, j'aurais pas 8000 euros en 45 jours. Mais je vais peut-être récolter, 500 balles, c'est déjà ça de, tu vois, peut-être m'acheter je sais pas, une lumière avec, enfin, franchement, Et donc, tu la publies? Je la publie le vendredi soir. Ouais, c'est ça, il était 22h, 23h, je crois. 23h. À quel moment tu dépasses les 8000? Attends, je la poste le vendredi ou le samedi? C'était un vendredi soir, je me rappelle. Ouais, je dépose le vendredi soir, à 23h30. Et le samedi soir, à 23h30. Genre 24 heures? 24 heures, je suis à plus de 8000 euros. Et là, tu te sens comment quand tu fais ça? C'est dingue. Ah bah moi j'ai pas honte de dire que j'ai eu tort, hein. Mais à culpa total. Mais t'es passé par tous les états, c'est-à-dire que t'étais... J'ai vu, quand je suis parti dormir et je me suis réveillé et que j'ai vu 3000 euros. Ouais, déjà ça. J'ai dit, c'est quoi cette connerie? Genre, tu regardais en temps réel ou tu checkais de temps en temps? Non, je checkais mais en fait, ce qui m'a choqué, c'est moi, mon téléphone, il est tout le temps sur silencieux parce que j'ai énormément de notifications avec Facebook, Instagram, tout ça. Ouais. Donc, sur silencieux, sinon mon téléphone, ça devient un vibromasseur, tu vois. Je te jure, donc je le mets. Ouais. Mais quand je reçois une notification, il y a quand même l'écran qui s'allume. Et du coup, la nuit, je me réveillais, mais je voyais, mais vraiment, toutes les secondes. Cling, 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 cling. Et je me réveille le lendemain et ça continue, je sais pas, toutes les minutes, toutes les 2 minutes, ça clean. Et en fait, t'as des messages sur ta boîte mail qui t'expliquent que t'as reçu un don. Et je regardais, genre, ça passait de 1 euro, 10 euros, 30 euros, 50 euros, 100 euros, 60 euros, 40. Et je me dis, mais c'est quoi ce délire? Et ouais, et du coup, j'arrive en mi-journée, 7000 euros, quoi. Et je veux fermer la cagnotte et je reçois des messages sur ma vidéo, ferme pas la cagnotte parce que les gens regardent, tu cliques sur le lien et même si t'as pas mis, tu vois le montant et les gens disent ouais, j'ai pas mis, ne ferme pas la cagnotte parce qu'on avait dépassé les 8000 euros, moi j'allais fermer. Et du coup, je la laisse le samedi soir et le lendemain 10 000 euros, quoi. 10 000, presque 11 000. Et là, j'ai dit non, arrête, les gens, ils vont dire que c'est détournement de fonds. J'ai fermé la cagnotte, donc 10 850 euros. Bah, écoute, félicitations. Ouais. Ah, bah, félicitations à la communauté. Bravo à ta communauté. Quoi, parce que surtout qu'on voit que déjà, dans les cagnottes clichés, les gens, ils mettent des 1 euro, 5 euros, là, on voyait vraiment des vraies sommes. Ouais, des 20 euros. Puis les gens mettaient des messages, en fait, d'encouragement, en te disant, c'est normal pour nous de donner, parce que toi, par rapport à ce que tu nous donnes avec tes vidéos. Ouais, bah, j'ai sous-estimé ma communauté parce que c'est vrai que tu regardes, tu sais, l'être humain, il est bizarre, c'est qu'il retient plus le négatif que le positif. C'est-à-dire que quand je postais une vidéo, je voyais les commentaires, c'est bien, continue, mais tout le temps, le truc, tu vas quand même checker les trucs genre, critiques. C'est humain. C'est ça que tu, voilà, et tu restes là-dessus, du coup, ça t'enlève, la vision qui te dit, il y a des gens qui t'aiment pour de vrai. Et là, je l'ai vu. Et donc, j'ai fait mon culpa parce que j'ai dit, ouais, je vous ai sous-estimé, mais là, enfin, je veux dire, même ma propre famille n'aurait pas pu faire ça. Qui peut donner 10 000 euros en 24 heures? Non, bravo. Hein? À part un dealer de drogue. Et les conditions sont pas les conditions sont pas pareilles. Il y a les intérêts. Hein, donc, dans la merde après. Le Pitch Club. Où t'as grandi, Jean-Claude? Moi, je suis né à Villeneuve-Saint-Georges. Donc de 94, Val-de-Marne. 94, Val-de-Marne. Et j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 8 ans. D'accord. Une enfance incroyable. J'ai que des bons souvenirs. Pourtant, j'habitais, c'est quoi la cité, j'habitais? Cité des Rosiers, je crois, je sais plus. Alors, il y a plusieurs types de cités. Il y a des cités qui sont complètement éclatées, dégueulasses, crades. Et ben moi, c'était des cités un peu moitié-moitié. Moi, c'était une cité complètement dégueulasse, éclatée, crade. Mais quand t'es petit, tout était beau. Oui. Mais vraiment, je te jure, je ferme les yeux. On avait une sorte de pelouse, grande pelouse devant la cité, là où on jouait au foot avec c'était le dimanche. J'ai ce crépuscule début printemps où je faisais du vélo. Mais j'ai des souvenirs incroyables. Même si on entendait parler qu'il y avait il y avait des gangs, des choses comme ça, mais quand je sais pas, je te jure, j'avais 6-5 ans, toi, tout est beau quand t'as cet âge-là. T'as le tourniquet, bac à sable. Il y avait une petite, quand j'étais en grande section de maternelle qui s'appelait Déborah, elle me disait, ouais, viens, on va faire l'amour et tout. C'était incroyable. Ça commence déjà. Ah ouais, ça commençait déjà. Merde. Enfin, on se faisait des bisous, mais pour moi, c'était, ouais, non, et en fait, je suis retourné en 2012 et c'était vraiment la merde, en fait. Ça n'a pas évolué en bien. Je sais pas si c'était comme ça quand j'étais petit, j'ai pas ce souvenir-là. T'as été réhabilité, t'as eu des bâtiments qui ont été Ouais, j'ai cassés. vu des bateaux qui sont fermés, là où j'habitais, tu ne peux plus accéder par
Ouais, terrible. Je suis pas resté 5 minutes parce que ça me gâchait mes souvenirs. Et du coup, après, jusqu'à mes 8 ans, et mon père nous a amenés un peu plus loin en banlieue parisienne. Enfin, je sais pas si on peut dire banlieue parisienne. On est parti dans Seine-et-Marne. C'est la campagne. Seine-et-Marne. Ouais, mi-campagne, mi-ville, mais j'ai eu du mal pendant 4 ans, mais en fait, aussi là-bas, j'ai Volpénil. Résidence où ça Volpénil. Volpénil. Ouais. Même Jean-Pierre Pernaut n'est pas allé, je crois. Ah, il est pas parti, il est pas venu, Jean-Pierre. C'est au milieu des vaches et tout. Ah, il y avait des vaches, mais c'était l'endroit parfait pour éduquer les enfants, pour qu'on puisse s'épanouir, respirer. Et en même temps, franchement, on n'a pas perdu notre street crédibilité, hein. Parce que beaucoup de parents ont la même pensée que mon père de pas laisser les enfants en cité. Donc on avait pas mal de familles portugaises, algériennes, marocaines, congolaises. On a grandi avec tous les autres et c'était incroyable. On était tellement forts au foot quand Seine-et-Marne, mais les gens ils étaient choqués quoi. C'était fort. Très belle enfance. Et tes parents faisaient quoi? Enfin, s'ils travaillent toujours, je sais pas. Mon père médecin. Ah, médecin, mais généraliste. Médecin généraliste. Ma mère au début, elle a fait un peu tout, tu vois, femme de chambre. Puis à un moment donné, elle a repris ses études et puis aujourd'hui, elle est aide-soignante et j'ai vu tout ça, j'ai vu toute l'évolution et la détermination de ma mère pour nous mettre bien. Cela vient de l'éducation de tes parents, ce côté que t'as la tête sur les épaules. Enfin, quand on te voit, c'est vrai que t'es pas, tu roules pas des mécaniques et enfin, on voit que tu. Je pense qu'il y a de ça, mais je pense que c'est en moi. Je pense qu'on a tous cette graine de caractère qui, malgré l'éducation, il y a des gens qui sont super bien éduqués, mais c'est des connards. Ils ont 2 parents super, mais c'est des connards. Ouais. Donc je pense qu'il y a l'éducation. Pour moi, il y a 30% d'éducation. Je le mets aussi bas parce que le reste, c'est ça qui fait quitter, quoi. Après, t'as l'entourage. Hein? Après, t'as l'entourage. Il y a de tout, mais je pense que ça dépasse pas je pense que franchement, 60%, alors on met l'entourage aussi, si tu veux, 10%. Mais après, le reste, c'est toi. C'est comment comment tes atomes se sont connectés et voilà. Hein. Ce côté très organisé que t'as quand tu travailles. Ouais. Tout est structuré, hein, j'imagine que tu ranges tout, clac. Ça vient de là aussi, c'est... Moi, à la base, je suis pas un gars organisé. Je pense que je suis tellement passionné par l'image et en fait, je me suis rendu compte que j'étais organisé dans ce que j'aime en fait. Quand j'aime vraiment un truc, là tu vas voir, je suis organisé, tu vois. Parce que on sent après on reviendra sur les vidéos, comment tu réalises, comment tu produis. Ouais. On voit bien que il y a un côté artisanal. Ouais. C'est-à-dire les instruments sont prêts, tu as choisi tes instruments parce que tu en as utilisé plein et tu connais les bons. Ouais. Tu vois, et tu produis, c'est carré. Ouais. Donc non voilà, c'est pour ça que je voulais savoir. Ouais, je suis organisé. Franchement, d'où ça venait dans l'image, je suis organisé parce que c'est quand même des matériaux qui coûtent cher. Et puis t'as envie de l'utiliser le plus longtemps possible. Après, pour le créatif, je sais pas, je suis un vrai passionné, donc je sais pas si je suis organisé là-dedans parce que j'ai pas vraiment suivi de formation, tu vois, je suis un peu un autodidacte. J'ai appris avec les tutos sur YouTube et un peu avec les camarades dans le tas. Mais ouais, quand je suis focus sur un truc, j'essaye d'être en place. Ouais, en place pour de vrai, quoi. Et ça remonte à quand tes premiers souvenirs de comédie? C'est quoi? C'est des blagues entre potes dans le Val-de-Marne ou quand t'étais en Seine-et-Marne, ou c'était des films que t'as vus, des sketchs à la télé? Alors c'est un peu de tout. Ma première claque artistique, c'est le flic de Beverly Hills. Avec Eddie Murphy, donc. Avec Eddie Murphy, il passait le 3, je me souviens, j'étais assez grand pour le comprendre. Ouais. Il passe sur TF1 c'est quoi, c'était les films du dimanche soir qui passaient? Dimanche soir, tu vois. Je pense non, c'est le 1. Parce que parce que le 3 que t'as vu, c'est le 1. C'est le 1 que j'ai vu. Le 3, il était sorti en 93. Et eux, ils avaient, pour la promotion du film, ils avaient sorti le 1, du coup. Ouais. Et une claque, quoi. Le premier qui démarre avec la course, le camion qui défonce là. Ah ouais, qui défonce tout. Là, avec la musique, ouais. Incroyable. Une claque. Ouais. Mais c'est quoi c'est le fait que Eddie Murphy soit noir comme toi, que donc t'as fait je pense qu'il y a ça, identification? Il y a une identification du fait que c'est la première fois que je voyais un noir gentil à la télé. Tu vois, c'est-à-dire dans les sitcoms françaises que j'ai adoré aussi, mais bon, c'était pas le noir qui était mis en valeur. Là, c'est un vrai flic. Tu vois, il va à Los Angeles, à Beverly Hills. Il est confronté aussi à des choses dans lesquelles je serais sûrement confronté dans le futur. Tu vois, j'avais déjà cette maturité à cet âge-là, et puis il était drôle, quoi. Puis c'est un mec élastique. Tu vois, il bouge. Tu vois, il bouge partout. Il était drôle, la répartie, rien à faire, il avait pas peur des gens et quand je suis parti dormir, j'ai dit waouh, j'étais bien. Donc je pense que c'est ma première claque, je sais pas si ça a commencé à germer un truc. Et j'ai un souvenir aussi de ma première fois au cinéma quand j'arrive à Volpénil. Mon premier film que je vais voir, c'est The Mask.
The Mask, ouais. Avec Jim Carrey. Sorti en, je sais pas, en 94. 94. Mais c'est une claque visuelle, déjà. Parce que c'était jusqu'à aujourd'hui, tu peux le regarder, il a tellement bien vieilli. Moi, j'adore les dessins animés, j'ai grandi avec les dessins animés, les cartoons et tout, tu vois, sa cartoon sur le dimanche. Et c'était ça, mais en humain maintenant. Et Jim Carrey qui est énorme, tu vois, qui est totalement énorme. Et il était tellement bon que moi, quand j'étais petit, je savais pas que c'était lui qui jouait tu vois, Stanley Ipkiss et qui joue aussi le masque. Donc une claque et tout, et pareil, je suis bien. Et premier sketch que je fais que j'interprète. Donc là t'es un peu jeune, t'as quel âge à peu près à ce moment-là? En 94, j'ai 8 ans. T'es déjà à ce moment-là et tu faisais ça. Tu dis là je vais faire ça un jour. Non, je me dis pas ça. C'est pas encore. C'était quoi dans ta tête? Tu t'avais pas vraiment d'idée? Non, je voulais devenir footballeur professionnel. C'était ça qu'on voulait. À 8 ans? Ah oui, à 8 ans, tu veux faire comme Georges Weah. Moi, je regarde, je vois qu'il met un but, un pétard contre Oliver Kahn, là-bas à Munich. En 95. Oh là, incroyable. Pascal Nouma, il est remplaçant, il rentre et il met une frappe de dingue. Oh là, Pascal Nouma, au but qui le remet, il met 2 joueurs dans le vent, frappe, lucarne opposée. Incroyable. Non, je voulais faire du foot. C'était ça. J'avais pas qu'est-ce que je veux faire? Mon père, il est médecin, mais il avait pas de vraie pédagogie pour me donner envie dans les études. Tu vois, il était un peu strict pour rien, on va dire. Tu vois. Je pense que par rapport à mon caractère, c'était pas la manière dont il devait me driver pour me donner envie de faire Donc à l'école, j'étais dans le grosso merdo. J'étais pas nul, mais j'étais pas bon non plus. Dans la moyenne. T'avais la moyenne. Un peu moins que la moyenne. Mais j'avais la tête sous l'eau, il y avait les narines, j'arrivais de temps en temps à respirer. Tu vois? T'avais pas les avertissements non, j'étais cool, j'étais pas emmerdant, mais fallait pas m'emmerder non plus, tu vois. C'était pas genre élève dissipé. Non, j'étais pas dissipé. Élève, faut pas faire chier. Faut pas lui en demander trop, je fais ce que je peux, tu vois. D'accord. Et la première fois que j'interprète un sketch, c'est là où je pense que c'est le premier truc que je dis c'est cool. Ouais. En CM2, je fais un sketch avec un pote à moi, un Cap-Verdien qui s'appelle Peter Mendes, on fait un sketch. À qui on passe le bonjour, putain, t'es encore en contact. Et du coup, on avait fait un remake du sketch des Inconnus avec moi et ma femme, on dansait le Ngulu Ngulu. Ah oui. Et je faisais ça et je vois les rires des... C'est le spectacle des Inconnus, ouais, ça. Des Inconnus, font, ouais. Quand ils imitent, c'est quoi, c'est la parodie? C'était parodie d'une, je crois, une Juste émission. Prix. Ouais, Juste Prix, un truc comme ça. Et je fais ça, et je sens que j'ai un truc naturel, en fait. Ouais. Je sens que j'ai un truc naturel. Et les gens, mais même Madame Strivet, qui était Strivet pour strict, vraiment, elle a porté bien son nom. C'était qui? Même elle a rigolé, c'était ma maîtresse. D'accord. En CM2. Et je vois que même elle a rigolé. En CM2 déjà, vous faites des... Ouais. On faisait des sketchs. Et là, j'ai vu un truc, et j'ai dit, c'est pas mal, ça. Parce que moi, j'étais quelqu'un pas introverti, parce que j'avais des amis et j'allais vers les gens, mais j'étais pas le beau gosse, j'étais pas le mec stylé. J'étais le mec qu'on aime bien, mais c'est tout, quoi. Sans plus. C'était pas et là, les gens, ils m'ont bien aimé, tu vois. Et je dis, c'est pas mal. Et je pense que ça a germé, mais beaucoup plus tard. Tu vois. Donc là, c'est le premier tilt, on va dire. Première blague. Sur un truc. Tiens, il y a un truc sympa, là. Ouais. Je dis pas qu'on peut le faire, mais ouais. Mais voilà, c'est pas encore un métier, éventuellement, c'est juste cool. Et tu faisais pas ça en famille, par exemple, parce que là, ils font ça lors des dîners de famille, à la fin, on fait monter, non. En famille, j'étais pareil qu'à l'école, pas le beau gosse, pas le plus cool, je suis là, quoi. La moyenne. Tu vois? La moyenne. La moyenne partout. Donc, du coup, tu continues tes études te disant que la comédie, on verra plus tard et c'est... Même pas, j'ai pas le truc j'ai fait le sketch. Ouais. Je sais qu'on en a parlé pendant longtemps, même au collège, on en parlait, mais à aucun moment, je me dis que je deviens comédien. Moi, je voulais être vu. Parce que je pense que j'aime les gens. J'ai toujours aimé les gens et je voulais avoir cet amour en retour. Mais jamais j'aurais pu penser que cet amour aurait pu arriver par la comédie. En plus, t'as un truc drôle que t'as fait, donc c'est pas les mêmes retours. Ouais. Donc là, les gens, ils se marraient. Le fait de voir d'autres gens rire à ce que tu dis, c'est peut-être ça qui a commencé à germer à l'intérieur. Ouais, je pense que quelque part. Je sais pas où, mais il était là. Mais par exemple, ton père, en général, les médecins, on dit que les médecins aiment bien que leurs enfants fassent médecin aussi. Ton père, il t'a jamais dit fais des études de médecine ou... Mon père, il voulait que je sois ingénieur, avocat, que des trucs pour avoir une grosse tête. J'avais pas une grosse tête, moi. Ah, les amis, j'avais pas une grosse tête. Ma seule année où j'ai été vraiment bon à l'école, c'est la 6e. Validation des acquis de la primaire. Putain, j'étais bon. Je crois en histoire, j'avais 16. En français, j'avais 13. Une année incroyable. Après, la catastrophe. Ah ouais. Dès qu'on m'a parlé des Inconnus en mathématiques, physique, chimie qui est arrivé, oh là 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 là. Là, dans l'eau. Vraiment, comme ils disent les Camerounais, j'étais dans la sauce. Oh, la 5e. Oh, les gars, putain. Oh, j'ai galéré en 5e. Mon seul moment de respiration, c'est quand j'allais en français. Madame Joubert.
Elle avait des tétés extraordinaires et avec un décolleté. C'était vraiment mon seul moment où je pouvais un petit peu rêver. En cinquième, là, quand même. Donc, oui, mais en cinquième, tu commences à voir des bosses dans le pantalon, hein, ça commence, hein. T'as 12-13 ans, Ah ouais, et puis elle venait comme ça, j'ai pas compris, puis elle venait, paf! Oh là. C'était tortue géniale, les gars, je saignais du nez. On va en parler de Tortue Géniale après, hein, de l'influence Dragon Ball. Le Kids Club. t'as fait un BEP compta, non? J'ai fait un BEP compta, c'est ouais. ça. Grâce à la conseillère de désorientation. Oui. Il t'envoie toujours dans des voies casse-pieds. Oh là là, exceptionnel. On voit que t'as une appétence pour tout ce qui est littéraire. On voit tout de suite. Je pense, ouais. Pour l'actu, enfin, tu t'intéresses à ils ont pas l'actu. repéré ça à ce moment-là. Non, j'étais bon, je pensais que j'étais bon en expression écrite, même si je faisais beaucoup de fautes d'orthographe. Et il t'envoie un BEP compta. Ouais, compta. C'est pas logique. Pas du tout logique, surtout qu'en troisième, je crois que je fais ma pire année en mathématiques. Bref, les chiffres, c'est pas pour moi, quoi. Ouais. Je me dis, même si ça reste que de la compta, c'est que de la logique. Mais j'avais pas cette logique déjà, tu vois. Donc, il m'envoie là-bas, c'était vraiment pour boucher les trous. Se dire, l'enfant, il est dans le grosso merdo. Ils veulent pas se casser la tête. En plus, je sais pas, on était combien de 1000, je crois qu'on était 1000 élèves au collège. Elle avait pas que ça à faire. Vas-y, compta. Allez, va, compta. En plus, j'étais gentil, j'étais pas méchant. Je dis, ok, vas-y, compta. Est-ce que tu te souviens des notions de comptabilité que... Oui, 607 achats de marchandises, 707 ventes de marchandises, 411 comptes clients. Il y avait quoi encore? J'étais bon les deux premières années. Avec la double entrée, les deux colonnes. Les deux colonnes. J'étais bon les deux premières années. Voilà. Après le bac pro, catastrophe. Donc bac pro compta. Ouais. Et après tu fais quoi? Après je passe mon bac. Je sais pas comment je l'ai eu parce que j'ai eu 7,5 en compta. Ouais. Coef 9. Comme je dis sur scène, c'est Jésus qui m'a donné le bac. Je pense que à ce moment-là. Et après la compta, je vais en fac de théâtre parce que pendant ma dernière année, je rencontre un professeur. Enfin, on a un prof de français, Monsieur Virenque, qui nous fait faire des mises en situation d'entretien d'embauche. Ouais. Sous forme de... Ouais, de jeu d'acte, enfin Exactement. de jeu de rôle. Et là, c'est incroyable. Là, tu vois, cette petite plante, cette petite pousse qui était là en CM2, elle a été arrosée pendant c'est vraiment, tout commence là. Là, t'as eu une lumière dans Ah ouais. J'étais là, j'interprétais plein de personnages et tout, et j'étais tellement à l'aise et c'était cool, quoi. Et les élèves, enfin, tes camarades de classe étaient morts de rire. Ouais, morts de rire, et puis même, le mec, il joue pour de vrai, quoi. Tu sens que, et le prof de français, il voit ça, il me dit, Jean-Claude, je sais que t'aimes pas la compta. Et quand je te vois, j'ai l'impression de me voir, moi, plus jeune, et je regrette, parce que j'ai fait un peu professeur de français par défaut, genre, ouais, sécurité avant tout. Fais pas la même erreur que moi, essaye. Et ton bac, et après, va étudier le théâtre, essaye de, tu vois. Donc t'as tapé, et c'est ce que j'ai fait, ouais. T'as cherché fac de théâtre et tout. Fac de théâtre, comment ça se passe? C'est-à-dire que tu vas à l'époque, il n'y a pas Internet? Je sais plus c'était quoi, quand on terminait le bac à l'époque, parce que moi j'ai le bac en 2006. Ouais, il y avait un logiciel, il y avait Internet. c'est compliqué. C'est les débuts de la DSL, mais. Ouais, mais enfin, quand on terminait notre cursus, tu t'inscrivais sur un truc là. De vœux, là, je sais pas comment c'est. Fac de théâtre. Donc, fac de théâtre. Donc, fac de théâtre, moi j'étais à Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Ah oui. Je m'inscris là-bas. Tu te retrouves à quel endroit? Oh là là, on était 15 000 et à ce qui paraît, c'était 70% de femmes. J'ai vraiment choisi la bonne fac. Ah, d'accord. Et donc je vais là-bas et tout. C'était où les locaux? Les locaux, c'est à Sentier. Sentier de Bouton. Ah oui, Sentier de Bouton, d'accord, dans le 5e. Ça te change, toi, à l'époque? Ça me change, moi j'habite à Volpénil. On n'a pas de bus après 21h. Pas de bus le dimanche. Le samedi, un bus par heure. Mais je suis déter, quoi. Je suis vraiment déter, j'ai envie d'aller à Paris et tout. Donc je m'inscris là-bas. Et c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que c'est les littéraires. Moi, j'ai pas le niveau littéraire. Moi, je suis là de bac pro. Ils m'ont fait dès que j'arrivais, philosophie. Ouais. Moi, j'ai aucune référence. J'ai lu aucun livre. Le seul livre que j'ai lu, que j'ai vraiment lu, c'est Dragon Ball Z. C'est ça. J'ai lu les 32 tomes. C'est ça, mais tu vois. C'est de la philosophie japonaise. Bien sûr, mais sauf que ils ont pas cette culture-là, tu vois. Tu vas pas parler de ça. Là-bas, ils me parlent de Nietzsche, ils me parlent de je sais pas quoi, Après, j'essaye de suivre. Franchement, pendant un mois, je vais à tous les TD. Mais le mois suivant, je vais à aucun TD. Je vais juste aux amphis parce qu'il y a des filles. Ouais. Et je lâche qu'en plus, il y en a que 3 heures de pratique par semaine. Moi, je veux pratiquer. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous d'apprendre. En fait, c'est une fac de théâtre, mais où tu fais pas beaucoup de théâtre. La faculté, c'est de la théorie. Ouais. Et quand tu vas en fac, c'est... Où t'es pas, voilà, c'est bizarre, en fait. Si tu veux pratiquer, c'est en école, faut que t'ailles. Comme pour tout, je pense que dans toutes les disciplines, quand tu vas à la fac, c'est de la théorie, licence, master, tous ces trucs-là, tu vois.
Et c'est pareil pour le théâtre, donc 3 heures de théâtre par semaine, c'est pas assez. Donc là, ça marche pas. Donc je traîne dans les couloirs. Okay. Je traîne dans les couloirs pour toucher ma bourse. Dès qu'il y a le contrôle, j'y vais. Ouais, comme pour ça, le TD, je suis pour le TD, je suis noté présent et tout. Et des opportunités qui font que je suis là devant vous. Quoi. Quelles sont les opportunités qui t'ont permis de continuer dans cette voie? La première, c'est une pièce de théâtre. Je joue au Othello. Mais vraiment, mais je sais même pas comment j'ai fait pour toi. J'ai traîné dans les couloirs. On avait un mec qui venait de Sarcelles. On faisait un reportage sur lui. D'accord. Le reportage, c'était un réalisateur qui réalisait sur les jeunes de banlieue qui réussissent à l'école. Il était en LEA anglais, je me souviens. Et j'apparais dans ce documentaire à la cafétéria où je fais le con. Et je fais rire les gens, tu vois, je fais le con et tout. Et quand le reportage il est diffusé, il y a un metteur en scène, Eric Checo. Je sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Il m'a vu et il a dit, je le veux pour ma pièce. Il a cherché et puis moi, il y a pas Facebook à l'époque, hein. C'est-à-dire que si il y a pas Facebook, il y a pas LinkedIn ou je sais pas quoi, il y a pas Instagram, il y a rien. Et ben, il demande au réalisateur d'avoir mes contacts. Le réalisateur m'appelle, je sais plus, il avait dû, je pense pour les droits d'image, il a dû avoir mon numéro et tout, il m'appelle, ouais, j'ai un metteur en scène. Il veut ton numéro, je dis OK. Il m'appelle et là il me dit Shakespeare. Presque j'ai envie de raccrocher. Parce que quand il me dit Shakespeare, moi je me vois pendant un mois en train de galérer en TD, philo et tout. Ça m'intéresse pas tes trucs là, laisse tomber. Bon, tu sais, tu vois. Tu connaissais un peu, tu savais ce que c'était un peu de Shakespeare, mais je pense que t'avais peut-être pas lu les pièces. Oui, on connaît Shakespeare, Roméo et Juliette. Voilà, mais j'ai jamais lu quoi. Ces trucs, merde, ça m'intéresse. C'est vrai que c'est un gros morceau. Le seul, franchement, que j'aime, Molière, il était cool. Molière, il a fait des putains de pièces, c'était drôle et tout. En plus, j'avais vu l'avare de Louis de Funès et tout. C'était marrant. C'est cool. Mais Shakespeare, en plus, c'est en anglais. Et putain, j'étais une daube. Je me souviens d'un cours d'anglais, là. On était 2 potes, en fait, à être partis en fac. Et on était en cours d'anglais, donc niveau général. Tu vois? Donc, ils sont bons, les gars. Ouais. Moi, j'ai eu 17 à mon oral d'anglais. Mais mon 17, c'était comme si j'étais en 6e. Tu vois? C'est My name is Jean-Claude Boicka, c'est ça. Et on arrive, et à un moment donné, la prof, elle me dit, lis Hamlet. Mais en plus, c'est le Shakespeare, c'est l'anglais littéraire. Donc je suis là, mais catastrophe. Donc quand il me dit Shakespeare, le metteur en scène, je dis c'est mort. Presque j'ai envie de raccrocher. Il me rappelle encore. Il lâche pas l'affaire. Il veut me voir. Il veut vraiment t'avoir dans sa pièce. Il me veut dans sa pièce. Je comprends pas. Alors que juste, je fais le con dans la, je sais pas. Et tu fais quoi comme rôle du coup comme Othello, premier rôle. Othello, premier rôle. Othello, on va dire ce que c'est. Hein. C'est une Vas-y, pièce de présente-nous Shakespeare un peu, Mousse. qui parle d'un soldat mort, noir, d'Afrique, noir, qui se retrouve en Europe et il est amoureux d'une femme. Elle est très amoureuse de lui. Desdemone. Sauf qu'il y a un gars qui s'appelle Iago, qui lui met dans la tête qu'elle le trompe. Ouais. Il arrête pas de le saouler avec ça. Il lui met dans la tête parce qu'au début, lui, il lui fait confiance. Ouais. Mais à force, il va devenir dingue. Et puis les quiproquos qui font que Iago arrive à semer la zizanie dans la tête. Ouais, donc en fait, c'est le premier mort de Venise qui devient qui est un haut gradé dans l'armée de Venise du coup, et il est amoureux de Desdemone qui est la fille de l'empereur roi de machin. Et ouais, donc du coup, c'est un rôle dramatique. Et j'arrive au casting, et Rick il me veut vraiment, donc pendant 6 mois il me fait une sorte de formation accélérée du métier d'acteur. Donc c'est vraiment là où j'ai appris à développer des émotions sur scène. Je dois pleurer, c'est incroyable quoi. En même temps c'est. Et j'avais jamais joué t'avais pas fait des cours avant pour apprendre un texte et le restituer après. Et en fait faut savoir qu'en parallèle je fais ma première scène stand-up. Ma première scène stand-up post Jamel Comedy Club, grosse explosion en France, et du coup beaucoup de bars à Paris vraiment veulent faire du stand-up façon Jamel Comedy Club, dans le sens où c'est un petit peu cette chance qu'a donné Jamel aux gens qui viennent de banlieue de pouvoir monter sur scène et d'exprimer leur talent, parce qu'on a toujours été drôle entre nous. Et donc il y a un pote à moi, Abdellah, qui me dit viens, on va faire une scène et tout, on va faire un duo. Et c'est là où j'ai ma première sensation sur les planches, où t'as un retour du public et je dis oh c'est ça que je veux faire. C'est vraiment là où j'ai dit c'est ça que je veux faire. C'était quand à peu près ça? Ça c'est février 2007. Donc c'est vraiment le Big Bang du stand-up. Bing bang de la comédie pour moi. Oui, et puis même le stand-up commence à arriver en France. Exactement, c'est 2006, je crois, le Jamel Comedy Club était 2006, première saison. Je crois. Et nous on commence à se préparer en novembre 2006
Et comment on se prépare alors quand on veut devenir Alors comment je me suis préparé? Il m'a dit viens on écrit. Puis on a écrit des vannes quoi, des trucs qui nous semblaient être drôles et puis quand on arrive en février, bah ça se passe super bien. Et c'était où? C'était à la taverne taverne de la République. C'était un bar là qui est pas loin là. Taverne de République. La place de la République à Paris. Ouais. Il y a un bar là. Tu vois quand tu sors du métro sur la place? Oui. Je crois que c'était derrière ou devant. Il y a un nouveau truc qui s'appelle Mon Coco, je sais pas quoi là. Ouais. Avant c'était un bar, ça s'appelait la Taverne de je sais pas quoi. Donc c'est un bar autour de la place. Voilà, autour de la place. Le truc alsacienne. Où il y voilà, c'était un truc comme ça, ouais. La taverne de Maître Canter. Voilà, c'était ça, exactement. La taverne de Maître Canter. Exactement. Il y avait en sous-sol, ils avaient mis. En sous-sol, ils avaient fait un pseudo truc. D'accord. Ils avaient joué là-bas et super, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Et donc il y avait d'autres comédiens, tu voyais d'autres gens qui étaient là. Nous, ce jour-là, c'était genre une sorte de scène ouverte, donc il y avait pas que nous, il y avait des chanteurs, il y avait tout ça. Ouais, c'est parce que là, à ce moment, on est vraiment au tout début du stand-up en France. Ouais. Il y avait déjà des cafés-théâtres qui existaient depuis les années 50, 60, mais là, dans ce format-là, ouais. À l'époque, Internet, je sais pas comment c'était MySpace, il y avait ça. Mais est-ce qu'il y avait déjà des disponibles en ligne, du stand-up américain? Est-ce que vous avez essayé de regarder? Il y a YouTube qui est là. YouTube, il arrive en 2005, je crois. On regardait début même YouTube. pas, ouais, début YouTube. Donc pour l'instant, vous regardez tout ce qui se fait en France. Moi, je regarde pas. Moi, je regardais. J'ai pas regardé. Franchement, quand on a commencé à écrire, on n'a pas regardé. On a mis des vannes qui, pour nous, c'était drôle. Faire un sketch. Voilà, faire un sketch. Faire un sketch avec deux protagonistes sur scène et ils racontent une histoire. Ouais. Vraiment façon Jamel Comedy Club. D'accord. Tu parles avec le public. Et juste pour terminer avec Othello, donc finalement donc tu dis que t'as fait ta scène et après comment t'as joué Othello Donc du coup, je fais ça en février. Donc en même temps, je suis à la fac. Ouais. Et l'année 2007, donc je suis à la fac et tout, et puis tout s'enchaîne comme je vous expliquais, la rencontre avec le réalisateur, tout ça, metteur en scène. Et en 2008, je commence la préparation d'Othello pour le Festival d'Avignon 2008. Donc t'es parti jouer en Avignon au festival. Ouais. Avec le costume, je suppose. Le costume, ouais. Et tu t'en souviens de ce costume? Il était. Ouais. En plus, c'était un truc un peu hype parce qu'il mêlait donc le texte de Shakespeare avec de la danse hip-hop. D'accord. Ouais, c'était assez technique ce qu'ils faisaient. Donc tu dansais aussi? Moi, je dansais pas. On avait des danseurs qui étaient là. Qui étaient derrière Ouais. En fond. Sur certaines séquences, tu vois, certaines actes où t'avais des danseurs. Et non, moi j'étais vraiment au Othello. Parce que pour revenir au Festival d'Avignon, donc c'est un festival qui a lieu tous les ans à Avignon, en Avignon, où il y a des pièces de théâtre, il y a des comédiens qui viennent jouer, il y a un off et un on, c'est-à-dire qu'il y a un festival officiel et des spectacles autour non officiels. Et c'est celui qui est autour qui a le plus de succès. Le on, c'est entre guillemets le truc un peu prout-prout, on va dire. Prout-prout. Donc toi, et le vrai festival, c'est le off avec plus de 1000 spectacles et tout qui se jouent. Et vous avez joué où? Nous, on avait joué, laissez-moi me rappeler, attends, ça va me revenir. C'était dans un collège. Ouais, parce que des fois, c'est des lieux improbables. Improbables. Comment il s'appelait? Oh là là, ça va me revenir. Ouais, un collège en Avignon qui était... Collège, j'ai oublié. C'était où? Dans la cour, vous avez joué? Dans la salle de gymnase? Dans la salle, ouais, la salle de gymnase. D'accord. Et il y avait du monde, tu te souviens qu'il y avait... Ouais, bah oui, en plus, c'était une très jeune troupe parce qu'en fait, il avait monté un projet avec la région qui finançait le projet que s'il y avait des amateurs, en fait. Donc très belle pièce. Malheureusement, ça a pas appris parce qu'on était jeunes. Il y avait beaucoup d'amateurs. Il y avait beaucoup d'inégalités en termes de prestations. Le jeu était pas toujours bon. Mais très belle expérience, quoi. Et c'est quoi tes premiers retours justement du public? C'est ça que... Bah ils aimaient. Des gens qui sont venus voir la fin. Les gens qui sont venus ils nous félicitaient, tu vois. Après les professionnels, bon, ils étaient j'ai plus trop le souvenir de leur parce qu'on avait même fait France 3, je me souviens, on était passé sur France 3 et tout. D'accord. Et c'était incroyable faire les parades avec le costume, tu vois, se préparer. Tu découvres une troupe, c'est-à-dire Attends, c'est bon. Attends, comment ça s'appelait? Collège de la Salle. C'était ça. Collège de la Salle. Collège de la Salle. Donc là, t'es avec une troupe, tu découvres ce que c'est que le métier de théâtre, quoi, de comédien. Pour toi, c'est ta première expérience, en fait, c'est ça? Oui, c'est ma première vraie expérience. Et comment ça s'est passé après? Dès qu'on termine, on est un peu dans le flou, on vend pas de date, on fait juste une date. Là, on avait créé la salle au théâtre de Saint-Brice, Sarcelles-Saint-Brice. Oui. Et après, c'est fini, quoi. Donc moi, je sais pas trop quoi faire. Mais ça t'a apporté quoi cette pièce avec le recul? Ça m'a apporté une formation de comédien, une vraie,
sur 6 mois certes, mais oui, là, tu t'es entraîné, t'as travaillé, tu vois. T'étais plus dans la philo. En plus, Eric Checo, sa force, c'était vraiment la direction d'acteur. Oui. Donc on fait ça, et quand on revient, je sais pas trop quoi faire. Et je te jure, les opportunités, on lui propose, parce qu'il était directeur du théâtre à Sarcelles-Saint-Brice, là, à Saint-Brice, et Saint-Brice-la-Forêt, et on lui propose une émission télécrochet qui allait passer sur IDF1. D'accord. La chaîne, la chaîne locale, la petite chaîne TNT. locale. Ouais. Pour faire du stand-up. Tout ça, c'est vraiment le Jamel Comedy Club. Tout le monde voulait faire ça, quoi. Donc, du coup, IDF1 lance comment ça s'appelait cette émission? Donc, c'était une petite émission qui lançait des jeunes comédiens. Un télécrochet, voilà, dédié au stand-up. Avec un jury, avec un public. Et c'était qui dans le jury? Je sais plus. D'accord. Smile. Non, mais ça devait être des trucs comme ça et tout. Et du coup, on fait, et puis ça se passe super bien pour moi. Parce que mon pote Abdella voulait se concentrer dans ses études. Donc moi, j'ai continué en solo. D'accord. Et quand on fait 2 émissions comme ça se passe très bien pour moi. Et ensuite, je rencontre des gens, puis voilà, je commence à faire des scènes au Réservoir. En plus, c'était là, ils avaient enregistré le Jamel Comedy Club, la première saison. Donc tu vois, comme si je Réservoir dans le quai à Bastille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Pas loin de Bastille. Rue de la Forge Royale. Voilà, rue de la Forge Royale, exactement. Ouais. Et puis je rencontre, après tu connais. Tu fais des rencontres, d'accord. Je rencontre des gens par-ci par-là, et puis. Donc toi, à ce moment-là, tu écrivais déjà, c'est-à-dire que tu commençais à fabriquer ton propre matériel, comme on dit, pour tenir plusieurs minutes. Exactement. Et là-dessus, comment ça se passait pour toi le processus de création à ce moment-là? J'avais un cahier et j'écrivais ce qui me semblait être drôle. Et puis je pense comme tout le monde, on répète devant son miroir, on fait des grimaces, on essaie d'avoir des intonations, on essaie de créer un truc. Les grimaces, c'est important chez toi. Je suis quelqu'un très. C'est un peu ta marque de fabrique là. Je pense que c'est la marque de. Souvent, je pense qu'on a un faciès qui. C'est très rare, même les personnes qui sont entre guillemets qui ont pas d'expression sont drôles parce que tu vois la tête qu'il a pendant qu'il balance sa phrase, tu vois. Et après c'est vrai que j'ai toujours aimé les grimaces. Puis comme je t'ai dit, moi c'est école Eddie Murphy, Jim Carrey quoi. Ouais, Jim Carrey qui a un qui fait de son visage comme de la pâte, son visage comme de la pâte à modeler en fait, il peut faire toutes les expressions. Donc c'est un peu mes références, tu vois. Vraiment les comédiens américains, surtout les comédiens afro-américains, c'est beaucoup ça, tu vois. Parce que pour les grimaces, je pensais aussi donc à Dragon Ball Z. Ah oui, c'est tout ça. Moi, je suis un mec du manga, ouais. Quand tu regardes Dragon Ball Z, c'est que des grimaces, Hercule, c'est que des gars avec des têtes chelous qui se transforment. C'est ça, est-ce que toi, comme t'étais petit, tu regardais ça, t'as lu ça, ça a peint un peu dans ta tête, tiens, je vais faire pareil. Parce que c'est drôle, quand tu regardes Nicky Larson, il voit une culotte et c'est trop drôle. C'est trop drôle. Donc je pense qu'il y a aussi de ça. Moi, en fait, je fais partie de cette culture pop, tu vois, des fin 80, 90. Et puis c'est un mélange de tout ça, que ce soit la musique, tout ça, ça gamberge dans ma tête et tout ça, je le sors. Et puis c'est après avoir époque, écrit un texte. Oui, c'est l'époque des explosions des clips qui passaient à la télé. C'est l'époque où il y a que la télé. Oui, c'est ça. Que la télé. Donc, si tu veux et puis on a accès à des programmes quand on est petit, puisqu'on est à peu près de la même génération, qui sont ultra violents, comme Ken le survivant, où t'as des mecs qui explosent à l'écran alors que t'es tout petit. T'as un gars Nicky Larson, c'est un obsédé sexuel. Dès qu'il voit une meuf, il devient dingue. Dès qu'il voit une culotte. Tu vois, aujourd'hui, des programmes comme ça, c'est pas possible. Ça passerait pas. Ouais, je trouve que les gens, ils abusent parce que regarde, on n'est pas des tueurs en série. On a été formés là-dedans. À un moment donné, je pense qu'on est beaucoup, tu vois, aujourd'hui, les gens, ils disent que c'est plus, par exemple, je prends l'exemple du rap, j'avais cette discussion avec un ami humoriste hier, qui trouve que c'est plus violent qu'avant. Ouais, je sais pas si c'est une autre époque, tu vois, ils ont accès à d'autres médias qu'on n'avait pas à l'époque, peut-être que si on avait accès à ça, on serait, tu vois. Mais bon, tu vois, on a regardé Ken le survivant, aujourd'hui, je vais pas dehors et je mets un coup de tête à quelqu'un pour que sa tête explose, tu vois. D'ailleurs, Ken le survivant, faut préciser qu'en fait, quand c'est diffusé en France, c'est doublé en français, et les doublages en français n'ont rien à voir avec ceux en japonais, ils ont des voix. Et là aussi, il y a des grimaces, Ça donne un côté un peu décalé, dérisoire, alors que quand tu vois en japonais, c'est 10 fois plus violent, parce que les images plus les dialogues en japonais qui sont plus sérieux. Moi, j'ai pas trop de souvenirs ça passait sur le Club Dorothée, mais j'ai pas, ça m'a pas marqué c'est quoi qui t'a marqué? Donc c'est Dragon Ball Z, Nicky Larson, Ranma 1/2, Olivier Tom, l'école des champions. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est plus ça qui t'intéressait. Bioman, Power Rangers, c'est ces trucs, c'était incroyable. Le Pitch Club de Jean-Claude Moaka. Aujourd'hui, quand tu vois Avengers, quand tu vois toutes ces choses-là, qu'est-ce que t'en penses? J'adore.
Je me suis refait les 23 films Avengers, tout ça, parce que j'aimais, mais à l'époque, on avait déjà ça. On avait les X-Men, on avait Spider-Man, tu vois, qui passait à la télé. Ouais. Donc déjà, j'ai toujours aimé ce délire de super-héros. Et quand on est arrivé à une époque où on pouvait les mettre en real, tu vois, et puis bien fait, mais bien sûr, j'ai validé. Puis il y a un aspect comédie aussi dans les Avengers. Il y a une écriture comique quand même. Ouais. C'est Seth Rogen, qui est un grand comique américain. Oui. Il a dit il y a pas longtemps, aujourd'hui on est concurrencé par les Avengers, parce que nous avant on faisait des films, on arrivait à s'en tirer, mais là maintenant ils prennent toute la place. C'est ça, comme tu vois Iron Man, il fait énormément de vannes. C'est un stand-upper. Iron Man. Quand tu le vois, franchement, Stark. C'est un vanneur de ouf. Il y va dans la vanne. Ouais, il y va. C'est vrai qu'il y a un côté secondaire qu'on retrouvait un peu dans les films d'action des années 90, tu vois, par exemple, le film avec Schwarzenegger, il a toujours des 2-3 répliques, genre dans l'effaceur, je crois, à un moment, il bute un crocodile et il dit, prends ça à sac à main, enfin, tu vois, c'est... Non, c'est vrai que il est un peu à l'ancienne, quoi, quand tu vois Tony Stark, comment il c'est ça, mais après ils savent aussi qu'ils regardent, hein. C'est les gens qui ont grandi avec cette culture populaire, tu vois. On l'a vu avec quand ils ont ressorti les films avec les Expendables, ça a cartonné parce que voilà, c'est des gens avec qui on a grandi et que on était content de revoir à l'écran, tu vois. Donc toutes ces références qu'on peut voir dans les Avengers avec des vannes. Ouais, c'est tout ça, quoi. Je pense que c'était ta culture aussi, justement, Schwarzenegger, Stallone. Bien sûr. Van Damme. Dolph Lundgren. Oh là là, Stallone. Oh là 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 là. On appelle des actionneurs, des films. Wesley Snipes, qui a disparu malheureusement un peu des radars. Ouais, mais il a fait des trucs incroyables. Il nous a laissé des trucs incroyables. Les Jackie Chan, tout ça, j'ai grandi avec tout ça. Film d'action, en fait. C'est une volonté un jour d'intégrer cette caste. Bien sûr. Moi, tu vois, même dans le schéma où je me dirige un peu, c'est vraiment dans la réalisation de courts-métrages où j'ai envie de toucher tous les genres parce que j'aime vraiment l'image. J'aime raconter des histoires et ça peut être dans le dramatique, dans la comédie musicale, tu vois. Dernièrement, j'ai vu La La Land, c'était incroyable. Je te jure, je ferai une vidéo où je danse. En mode, ah oui, c'est sûr. J'ai envie de faire un film d'action, j'ai envie de, tu vois. Après, il y a des mouvements de caméra assez particuliers, il y a un montage spécial. Tu sais, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui analyse vite et j'ai tellement regardé de films que j'ai compris les mouvements de caméra, tu vois. Je sais à peu près quand est-ce qu'il faut, tu vois, du mouvement. En tout cas, moi, tu vois, comment je veux, tu vois, un plan, tu veux dire un truc dans un plan, tu vois. Tu veux dire un truc, si t'avances, tu fais un travelling avant, c'est parce que tu veux chercher quelque chose, tu vois. Donc oui, je suis quelqu'un qui adore les films et qui a envie j'ai vraiment envie d'en faire. Donc tu regardes beaucoup de films, en ce moment un peu moins, mais j'en ai beaucoup regardé, À quel moment tu t'es dit, tiens, faut que j'en voie beaucoup parce que je vais tourner des trucs? Non, j'ai pas dit ça, j'ai regardé parce que j'aime. Par plaisir. Et tu regardes de tout? Film d'horreur un peu du mal. Ouais. Je suis une flippette. Film et comédie romantique? Ah, j'adore, hein, si c'est bien fait, Ouais, des films genre Love Actually, tout ça. Moi, il y a une réalisatrice qui s'appelle Nancy Meyer, qui a fait des films, ce que veulent les hommes, ce que pensent les hommes, incroyable. Elle avait fait, elle a fait un film là avec Alec Baldwin et comment il s'appelle là, celle qui a enchaîné les Oscars là, la vieille là. Comment elle s'appelle? Meryl Streep. Voilà, comment il s'appelle Bref, j'adore cette réalisatrice qui fait beaucoup de comédies romantiques. D'accord. Et quand c'est bien fait, ouais, je regarde, hein. Je veux que tu me parles un peu de Coach Mwaka parce que c'est un peu moi, je dois te dire, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est à l'époque je connaissais quelqu'un qui me dit ouais, faut que tu ailles voir un mec sur internet qui est super drôle. C'est Coach Mwaka. Alors il me parle de lui comme ça, il montre 2-3 vidéos, je dis c'est qui ce malade et tout. Donc je regarde les vidéos et je vois que tu fais un spectacle et je vais à ton spectacle à l'époque, c'était au théâtre Darius Milhaud. Je me rappelle, je crois que c'est Prince que j'ai contacté, que j'ai eu, ou je sais plus c'est toi ou Prince que j'ai eu par message. Et savoir comment il est venu ce personnage, parce que je pense que c'est lui qui t'a quand même fait un peu exploser aux yeux du public et qui t'a fait connaître sur les réseaux. Ouais. Alors tout se passe à un moment où c'est très sombre dans ma vie, il y a rien qui marche. J'habite à Paris en colocation et pendant cette période-là, j'ai arrêté de monter sur scène pendant 1 an alors que j'étais à peu près vraiment le mec qui se rapproche de Paris et il monte pas sur scène. Ouais. Alors que quand j'étais à Melun, Volpénil, il y avait pas de bus, bref, va comprendre. Donc ouais, un moment compliqué sur tous les points. De créativité. Ouais, plein de tu vois, tu te poses des questions. C'était quand à peu près C'est 2013 2014. D'accord. 2013-2014, problème de thunes, je sais pas quoi faire, le taf ça me prend la tête. J'étais éducateur dans des écoles et tout. D'accord. Et en fait au début c'est vraiment le problème d'argent.
Donc j'étais videur en boîte. Ah ouais, t'as été videur. J'étais videur et tout. Et un jour on est en plein hiver et j'ai un de mes meilleurs potes, il me donne un plan pour être videur dans une soirée privée. Donc je suis devant la porte et tout. Il fait froid mec. Putain, il fait froid. C'est quoi tes techniques pour pas tu mettais quoi genre je sais 3 plus, couches je de mettais vêtements? des trucs, bref, je suis là devant et je le vois, il est à l'intérieur avec sa caméra et il vient de temps en temps me voir et je vois il a des fours il mange des petits fours, il boit, je dis mais et moi j'ai gagné 80 €, j'étais là de 21h, je crois que c'était 21h à 5h du matin pour 80 €. Bah c'est. Et lui il est là de je crois que c'était 23h à 2h, genre pour 4 heures, et il prend 150. Tilt dans ma tête. Tilt. J'ai dit, mais mec, mais t'es en train de te faire entuber, mais comme jamais. Va t'acheter une caméra. Il est au chaud, il mange, il boit, il voit des meufs. Moi, je suis devant la porte, personne ne veut me dire bonjour. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça pour 80 €? J'ai dit, vas-y. Et tu vois que des mecs bourrés. Ouais, mais j'ai dit non. J'ai dit, c'est pas possible. Avec les filles. Et là, j'ai déclic. Je me coupe un bras, j'achète du matériel vidéo. Et je me forme comme ça, à la photo, à la vidéo, je filme des mariages, okay. Ouais. Tu vois. Et je vois que j'ai un petit truc que tu vois, je suis pas un talent, mais je gère bien, je commence à monter mes fils de mariage, et mon pote, la Ben, il me dit, mais Jean-Claude, c'est fort ce que tu fais. Et c'est là où je commence à voir, peut-être un petit truc créatif là-dedans. Donc je fais ça pendant 1 an, je commence à mettre un peu d'argent, mais je suis pas heureux à faire ça. Je travaille pour les gens, ouais. Mais je fais pas mon truc à moi. C'est un peu alimentaire, en fait. Ouais, c'est un peu alimentaire. Et on est en 2015. On est début année 2015 et je dis il faut que je remonte sur scène, je sens qu'il y a un truc qui me manque et tout. Mais je sais pas comment remonter sur scène parce que j'ai envie d'écrire un spectacle mais je sais pas comment je veux promotionner, il y a personne qui va mettre une pièce sur moi donc c'est le moment où franchement Facebook explose. Tu vois, Facebook explose, les vidéos commencent à vraiment, il y a beaucoup de vidéos beaucoup de contenu qui commence à se mettre et je dis vas-y, je vais essayer de trouver un délire mais je sais pas c'est quoi. Et moi j'aime le foot. Et on est en demi-finale retour PSG PSG. On est mené quart de finale. Quart de finale. Non, l'année avec Dembaba. Non, c'est l'année d'après. Thiago Silva, il met la tête. Ah, ça c'est en 8e. Ouais, 8e, 2015. On se fait sortir en quart par le Barça seulement. C'est un en match 2015. qui est super bien scénarisé. Ah oui, Zlatan, carton rouge au bout de la 10e. Tu dis que putain, c'est pas possible. Il y a de la matière là. On est là-bas, ils mènent 1-0, ils vont gagner. Parce que c'est la dramaturgie des matchs de foot. Ah oui, mais là, c'est incroyable. Tu prends un but, t'en mets un autre. Mais on joue super bien. On perd 1-0, là, pendant au moins 60 minutes, mais on joue, mais Pastore et Verratti, je me souviens, ils leur mettent la misère alors qu'on est que 10. On sent qu'ils vont craquer, mais ils craquent pas. Et là, dernier corner, je crois que c'est 93e. Franchement, j'y crois plus. Mais il y a un corner. Ouais. Et je crois que c'est Thiago Motta. Il tape la balle. Corner rentrant. Comme il est, non, corner sortant. Thiago Silva qui nous qualifie avec un coup de tête incroyable et on est qualifié. Et là, je suis seul chez moi et tout. Là, t'es comme un dingue. Je suis comme un dingue. Je sais pas quoi faire et tout. T'as hurlé chez toi? Caméra avec lesquelles, hein? T'as hurlé chez toi? J'ai même pas hurlé. Je suis là. Je tourne. J'ai dit, faut que je fasse un truc. Faut que ça fasse un truc. Et je prends ma caméra, tu vois, avec lesquelles je faisais mes mariages. Pas lumière. Tac, tac. J'allume. Break. Et je débite tout. Ouais. Incroyable. Je parle. Ouah, t'as vu, putain. Incroyable, je deviens fou, impro. Je mets ça sur ma page Facebook, mon compte. Ouais. Et là, je vois, j'ai 15 commentaires, ce qui était incroyable pour moi quand je postais un truc. Est-ce que t'avais combien de followers sur ta page Facebook à l'époque? Non, sur ma page Facebook, je devais avoir, des gens qui me suivent, je devais en avoir peut-être 2000 ou un 2000, ouais, donc ça a déjà un petit nom, mais c'est même pas ma page Facebook, c'est mon compte. Ah, ton compte perso. C'est les amis, c'est mon compte perso, je dépose. Et j'ai 15 commentaires. C'était un truc de ouf pour moi. Moi, quand je postais un truc, c'était 1 ou 2 commentaires. Là, j'en ai 15. Ouah, c'est trop drôle. Putain, mais mec, c'est drôle. Ouah, là, tu tiens un truc. Je dis, il y avait déjà les grimaces, il y avait déjà tout. Et un mec qui m'envoie un message en indé, il me dit, tu tiens quelque chose, coach. C'est la première fois qu'on me dit coach. C'est là que le mot coach apparaît. Et je dis, ah ouais. Et là, paf, je dis, ok, je vais faire ça. Et je crée le personnage Coach Mwaka. Donc tu crées ce personnage. La première fois, Et la première vidéo officielle, c'est je vais à ma salle de sport et je demande si je peux venir tourner. Je vais à ma salle de sport, je demande si je peux tourner et tout. Un sketch comme ça. Voilà, je dis, est-ce que demain je peux venir avec mon matériel, parce que j'ai du matériel vidéo et j'ai envie de lancer un concept. Et j'appelle et c'est drôle parce que la première vidéo que je fais de Coach Mwaka, c'est avec un mec, c'est avec le mec à qui je filmais mon premier mariage en fait. Le premier film de mariage, bah c'était ce mec-là qui se mariait.
Je lui envoie un message, je lui dis viens, je vais tourner une vidéo, ça t'intéresse? Il me dit viens. Tu vois, donc tu vois, c'était le cycle de la vie. C'est le tout début. Le mec avec qui je fais mon premier mariage, il vient, on tourne la vidéo, je la poste. Je crois que c'est le 26, je crois que c'est en mai, 26 mai. Je crée ma page, je poste cette vidéo. Musculation fast food, il s'appelle. Comment tu l'avais écrit le sketch? Comment ça s'est J'ai passé? pas écrit, c'était en impro, j'avais des idées. Je voulais faire un peu le délire prendre les clichés qu'on avait sur les gens de la musculation. D'accord. Oui, parce que c'est vrai que, parce qu'il y a beaucoup de clichés sur les gens qui font de la musculation, on dit qu'ils sont souvent des gens qui sont pas très intelligents. Ouais, on est toujours sérieux, on rigole pas et tout. Et toi, tu faisais déjà la muscu à l'époque. Ouais. T'es déjà balèze. Ouais. Et ça t'a apporté quoi, la musculation, en fait, beaucoup de confiance. Pour ta carrière? Beaucoup de confiance en moi. Je pense que c'est grâce à ça que je suis monté sur scène, parce que c'est pas que j'avais pas d'assurance quand j'étais avant, mais j'étais pas très confiant, et la musculation, ça t'aide, hein. Ouais. Parce que quand t'es sous une barre de 100 kilos, si t'as pas confiance en toi, t'inquiète pas que la barre, elle va avoir confiance en ta gorge, et tu vois. Et puis, il y a aussi ce côté artisanal, c'est-à-dire, où faut être sérieux, faut prendre ses bons instruments, faut trouver les bonnes techniques. Ouais. Faut bien manger. Faut répéter le geste souvent, pour Exactement. fabriquer. Préparation des Fabrique repas, tout ça. la cellule. Moi, je m'en foutais un peu de les repas. Ah, t'as toujours mangé à l'arrache? Ah, moi, je fais partie des escrocs. Tu pèses pas le riz, Ah, les la salades foot. comme ils font certains, les calories. Ouais, la foot, j'ai eu la chance d'avoir une bonne morphologie, mais je m'entraînais bien quand même. Le Pitch Club de Jean-Claude Moaka. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a joué pas mal dans ta carrière aussi, c'est Prince Calix. Ouais. Peux-tu nous raconter comment s'est fait la rencontre? Alors, c'est qui ce monsieur? Parle-nous-en, Ouais. c'est ton... Bah, Prince, c'est un mec avec qui j'ai fait mes premières scènes stand-up au Réservoir. Officiel, genre, après le télécrochet. Je fais une émission qui s'appelle le Stand-Upologie. C'était diffusé sur une chaîne ivoirienne qui s'appelait 3A Télé Sud. Et il monte sur scène, lui aussi, il faisait de la scène. Et j'aime pas sa gueule. Première fois que je le vois, j'aime pas sa gueule. Je trouve qu'il a une tête de con, il se la raconte et tout. Petit chétif, genre, ouais, je suis petit, mais j'ai une grande gueule. Donc, pas très bon. Premier rapport, on se parle pas trop et tout. Et un jour, il m'envoie un message, il me dit, ouais, tu veux partir avec moi en vacances à Barcelone? Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il est fou, ce mec-là, ou bien quoi? Et pourquoi il veut m'inviter à Barcelone? J'aime pas sa tête, on se parle pas et tout. Et je te jure qu'avant de prendre l'avion, je me dis, je vais terminer d'en fait entrer l'accusé, il va me tuer, je sais pas, et du coup, on part à Barcelone et ça devient mon meilleur ami. C'est un bon test, en fait, de partir en vacances avec quelqu'un. Exactement. Et ça devient vraiment mon meilleur ami. Et on continue à faire des scènes ensemble. À un moment donné, ça l'intéresse plus trop. Il arrête. Et quand je reviens en 2015 avec le personnage Coach Moaka, Ouais. et que je suis en train d'écrire mon spectacle, il me dit, il y a qu'une seule personne qui va produire, c'est moi. Et du coup, il se lance aussi dans la production en même temps que je me lance réellement sur scène avec mon spectacle. Et voilà, tout commence comme ça. Donc là, les rôles, ils se répartissent, c'est-à-dire, toi, tu travailles, donc, la partie texte, le personnage. Il t'aide aussi dans la mise en scène? Vous Oui, travaillez il ensemble? m'aide. Il y a beaucoup de collaborations artistiques. Ouais. C'est pas lui qui écrit les textes ou qui est réellement à la mise en scène, mais il a un œil. Il avait Aiguillonne, un quoi. œil. Il donne son avis tout de Ouais, suite en ouais, tant ouais. que spectateur. Ouais. Comme ça, t'as un retour direct. Mm. Et justement, alors c'est quoi pour revenir juste à Coach Moaka, c'est quoi les similitudes entre ce personnage et toi? Ouais. Parce que c'est un personnage qui est quand même assez exagéré, un peu Aucune, dictateur. à part la musculation, il est raciste, misogyne, fainéant. Moi, je suis pas comme ça. Il y a un peu de Nicky Larson dedans. Il y a du Nicky Larson, il y a un peu de tout ça. Il y a un peu de c'est tous ces Vegeta, en fait, c'est vraiment tous les clichés qu'on a sur le coach, entre guillemets, avec des muscles, tu vois. Et j'ai voulu les extrapoler, mais en fait, c'est un gros nounours, tu Ouais. vois. C'est un mec, il est comme ça, il crie, il s'énerve, mais... Dans le fond, il est pas méchant. Mais Ouais. il est gentil. Et après, t'as aussi, donc tu parlais aussi de coach, c'était des briefs de foot. Ouais. Et le foot, ça occupe quelle place dans ta vie, en fait? C'est... Et non, moi, j'ai du foot dans le sang. C'est le foot, c'est... Donc ton club, c'est le PSG. Mon club, c'est le PSG, j'aime le jeu, j'aime tout ce qui va autour. Enfin, c'est trop bien le foot, je sais même pas comment expliquer ça, c'est juste trop Il y bien. a des joueurs pros qui ont repéré tes vidéos. et qui Ouais, j'ai rencontré pas ouais. mal surtout des anciens. C'est surtout Ouais. des anciens. J'avais rencontré Kaba Jawara qui m'a dit qu'il aimait ce que je Mec à faisais. l'ancienne. Florent Malouda, ça c'est un peu, Ouais. j'étais impressionné. Ça fait tu plaisir. vois. Ah, de fou. Ouais. De fou, tu vois, j'ai rencontré pas mal, tu vois, Fabrice Pancrate, qui est devenu un proche aujourd'hui. C'est on un peut dire, déconneur, hein. lui, hein. Ah ouais, il aime rigoler. Ah ouais, Il a même tourné dans un Coach Moaka, tu vois, j'ai Ouais. rencontré pas Ouais. mal de personnes, du coup. Amara Simba, Simba. qui aime beaucoup aussi, donc non, c'est C'est bien, C'est incroyable. c'est cool.
Ouais. Et tu devrais faire des trucs, des projets avec eux autour du foot, une série, Oui, bah comme je t'ai dit, film. il y a Fabrice Pancrate qui a joué dedans, Frédéric Piquion aussi, il a tourné dans Coach Maka. Après, on verra, hein, tu sais. Mais un projet de série, parce qu'il y a pas trop de trucs sur le foot. Enfin, c'est. Ouais, ça pourrait être bien. Une comédie. Verra, Enfin, hein. parce que souvent, le foot, enfin, je trouve, pour ma part, que c'est assez mal filmé. Quand il y a des films sur le foot, enfin, je trouve les meilleurs films sur le foot sont ceux où on voit plus les coulisses que le terrain, parce que c'est compliqué de restituer une action On n'a pas eu beaucoup au de cinéma. comédies sur le football, hein. Bah, Didier était bien, Ouais. enfin, Ouais, Didier, ouais. Didier, c'était bien, mais après, C'est un côté très troisième degré quand on joue. Mais un film qui restitue vraiment des actions, c'est compliqué. Enfin, Non, c'est rare. Coup de tête, peut-être. Peut-être les pubs. Et encore. Les pubs, ouais. Ouais, dans les pubs. Les pubs qui étaient plutôt pas mal. Il y avait des belles pubs réussies autour du foot. Donc là, aujourd'hui, comment ça se passe? Tu continues à fabriquer de l'humour, quels sont tes projets, là, vraiment, à court et moyen terme? À court terme, là, la reprise de mon spectacle, continuer à travailler, parce que c'est vraiment une version, qui se rapproche plus du deuxième spectacle, que du premier, tu vois. C'est une sorte de spectacle transition, avec beaucoup de nouveaux et très peu d'anciens. Et ouais, je pense que d'ici l'année prochaine, je pourrais me dire j'ai un nouveau spectacle là. Toujours dans du stand-up, c'est-à-dire Toujours dans le moi je vais vous dire la vérité, après ça peut-être dis ce que tu veux, t'inquiète pas, t'embête pas, y a pas de Oui, ce mot plus dans stand-up. One Man en fait, non? Ouais, One Man, j'aime bien ça, tu vois, parce que One Man costaud. One Man costaud, c'est fini ce titre là. Non mais je sais, mais c'est souvent j'avais trouvé ça marrant comme titre. C'était marrant à l'époque, j'étais à fond là-dessus. Mais seul en scène, raconter des trucs plus ou moins drôles. Je pense qu'il y aura beaucoup aussi de jeux où j'aurais pas peur de mettre du drame, tu vois. Alors qu'avant c'est. Donc fabriquer un spectacle d'1 heure, c'est ça? Ouais. Il fait 1 heure déjà, comme je t'ai dit, c'est un peu le spectacle transition. Il y a une phrase dans le titre l'école du micro d'argent. Oui. À un moment donné, il y a Shuriken qui pose et il dit on atteint la perfection que grâce à la répétition. C'est qu'avec la répétition qu'on approche la perfection. C'est ça qu'il dit. Donc ça veut dire que si tu montes pas sur scène, tu t'entraînes pas, tu peux pas progresser. C'est impossible. Ouais. C'est impossible. C'est-à-dire que pour toi, le fait déjà d'écrire tout le temps et de jouer après tout le temps, d'aller tout le temps en scène tous les jours, bah c'est toujours, on revient au côté artisanal, c'est-à-dire c'est un métier. Tu dois toujours l'entretenir, comme à la salle, tout le temps, faut pas de relâche. Ouais, pas de relâche. Et d'où l'intérêt des vidéos que tu fais, parce que je trouve que t'as quand même franchi un cap ces derniers temps avec notamment quand tu fais le court-métrage sur le rendez-vous, enfin, le date, où c'est, en termes de lumière, de jeu, de dialogue, même de scénario. Un peu, là. Ça part un petit peu en sitcom, tu vas mettre plus de personnages, t'as des... Ouais. Des cours, mais je pense que même ma finalité, je sais même pas si elle sera sur scène, parce que comme je l'ai dit, j'aime raconter des histoires et je trouve que l'image pour raconter des histoires c'est incroyable. Même si sur scène c'est incroyable, mais les images, je trouve que c'est encore plus parlant, tu vois. Et c'est vrai que ça fait 1 an et demi que je commence à développer d'autres idées de l'humour ou de ce que je veux proposer en image, avec des sortes de petits courts métrages. Et là, cette année, j'ai fait mon premier vrai court métrage, qui s'appelle Le Dîner, qui a un mélange entre la comédie et le drama, avec une pseudo-morale sur les violences faites aux femmes, et qui a été très bien accueilli par ma communauté, et même des personnes qui me connaissaient pas nécessairement, qui ont bien aimé le projet. Donc c'est un projet que tu as écrit personnellement, tu voulais aborder un sujet compliqué. En fait, à la base, moi quand j'écris, c'est vraiment, je l'écris en mode sketch, quoi. Mais en fait, je l'ai relu, je dis c'est pas mal en fait. Même s'il y a un twist intéressant dans ce court métrage, je me dis que c'est pas mal. Et du coup, j'ai mis les moyens parce qu'au début, comme je vous ai dit, c'est moi qui fais tout, quoi. La lumière et tout. Là, on a pris une petite équipe pour s'occuper de la lumière, le cadre et tout, louer du matériel, et puis ça a donné un très beau rendu. Ça a vraiment aidé au scénario, quoi. C'est-à-dire qu'on garde toujours le côté artisanal qu'on connaît avec Jean-Claude Moka, mais t'as rajouté dedans des éléments un peu plus comme si tu changeais de boutique. Ouais. Tu vois, au début t'as une petite boutique tranquille, tu vois, mais là tu passes un step au-dessus. Une boutique un peu plus, mais tu fais toujours des beaux produits que tu continues à proposer, mais voilà, avec plus de moyens, sans détourner l'objet d'origine, c'est-à-dire que c'est toujours raconter une bonne histoire. Exactement. Voilà. Mais avec plus de moyens et une autre mise en scène peut-être.
des techniciens. Mise en scène, je pense que c'est toujours ma vision. Ça, tu gardes ça. Ouais, c'est ma vision. Même au niveau des plans, je sais ce que je voulais. Mais ouais, avec une équipe derrière, pour la lumière, pour le cadre, et ça a rendu le truc très, très. Ça peut annoncer pour l'avenir d'autres projets. Exactement. Voir si j'étais capable de diriger une équipe, en fait. Un peu comme cette transformation 2 ou 3. Exactement. Tu franchis un palier. Voilà, exactement. Les Kamehameha sont plus puissants. Ouais, de fou. Mais tu continues encore aussi les vidéos, les débriefs. Bah oui. Et tu pètes des câbles à chaque fois dans la voiture. Ça, tu vas pas lâcher, je crois. Hein. D'ailleurs, comment t'as fait pour le Classico? Pourquoi t'as attendu plusieurs jours? C'est parce que sinon j'allais, je sais pas ce qui allait se passer. Dérapage, là. Il y avait risque. Je sais pas ce qui allait se passer. T'en rajoutes ou t'es vraiment dans ton état normal quand t'en parles? Ah non, je suis en colère. Il y avait une rage, là. En fait, ce qui m'énerve, c'est ce qui m'a énervé. Après, c'est de bonne guerre, tu vois. Mais là, je trouve que d'année en année, le chambrage, pas plus violent, c'est pas violent, mais je trouve que, tu sais, j'aime pas perdre, ça m'énerve. Ouais. Et je sais que quand moi je gagne et que je chambre, je suis plutôt modéré. Ouais. Et là, je trouve qu'on n'est plus dans la modération. Donc, déjà, ça m'a énervé parce qu'on avait perdu déjà la finale de la Ligue des Champions. Et je pensais qu'on allait utiliser Marseille comme un paillasson. Et c'est eux qui nous ont transformés en paillasson. Donc je pouvais pas faire le doublement énervé. Je pouvais pas. En plus, ils ont chambré. Et ils ont chambré ça. Tu connais les mecs comme Mohamed Eni, tout ça, qui sont de l'autre côté. Ouais. Je les connais à travers les réseaux, ouais. Vous avez pas des relations entre vous? Non, pas. Moi, j'ai pas de relation avec eux. Je connais Sabri, on s'est déjà rencontrés. Il connaît mon travail, je connais le tien. Mais non, ils sont très drôles. Ils sont très très drôles. Ouais, Momo Eni, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, il est drôle, assez spécial quand même. Hein. Il est spécial. Mais il m'a fait. Après, je regarde pas tout ce qu'il fait, mais il y a des vidéos qui m'ont fait rire, d'autres un peu moins. Mais non, il a su surfer sur son buzz et tant mieux pour lui, quoi. Ouais, il a un truc. T'as eu des mauvais retours de certains footballeurs qui t'ont dit ouais, tu m'as trop attaqué ou... Non, jamais. Comme je t'ai dit, j'ai surtout rencontré des anciens. Dans les nouveaux, j'ai pas Laria, il t'a pas encore dit. Non, j'ai pas rencontré. Comment tu le surnommes déjà dans tes... Rastapopoulos. Tu peux expliquer pourquoi? C'est pas sympa? À cause de son nez. À cause de son nez, mais c'est toujours. Qui c'est, Rastapopoulos? C'est l'ennemi de Tintin. Voilà, c'est pas au premier degré. C'est marrant. Ouais, c'est drôle. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Et puis, je pense que voilà, je suis taquin, je suis pas méchant. Ça reste de l'humour. Ouais. Et si un jour je dois le rencontrer, et qu'il me dit Rastapopoulos, c'est qui? Bah, je vais dire Tintin. Qui est Rastapopoulos? Non le conozco. Le Pitch Club de Jean-Claude Mouaka. Tu m'avais parlé à l'époque, quand on s'était rencontrés, que tu voulais faire une pièce sur Chaka Zulu. Chaka Zulu. Ouais. Ouais, c'est africain. C'est très belle. On va dire c'est qui, Chaka Zulu? Déjà. Tu peux le présenter, toi qui es. C'est un guerrier sud-africain. À l'époque, c'était à l'époque coloniale, au 19e siècle, je pense, je dirais, où l'Angleterre était colonisatrice dans le sud de l'Afrique. Ouais. Et donc c'était le chef d'une des tribus des Zoulous et qui a vraiment guerroyé. Hein. C'est un peu comme les Indiens d'Amérique, un peu si on pouvait comparer. Buffalo Bill. Et non, c'est-à-dire à l'époque où tu sais avec les grandes guerres amérindiennes, tu sais, contre l'armée américaine. Enfin, en fait, t'avais une armée mécanisée face à des types fiers, mais qui avaient pas la poudre à canon. Et donc c'était des combats extrêmement durs et il y a eu une série sur Chaka Zulu dans les années 80, je crois. Et donc tu voulais t'inspirer de ça? Ouais, je trouve que c'est il y a énormément de personnages en Afrique qui méritent d'être comptés. Et Chaka Zulu est une des histoires qui parce que c'est un personnage puissant, tu vois, des Bantous. Et j'aimerais bien la raconter un jour si j'ai l'occasion. Il y a tellement de personnes, tellement de... Parce que tu sais, il y a des personnes qui ont osé dire que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire. Oui, on sait qui c'est. On sait qui c'est. Il est pas là, on va pas lui dire. Il est pas là, mais je lui fais un bisou d'ailleurs. Il a remis une pièce, il y a pas longtemps. Oui, j'ai vu, c'est pas mal. Et du coup, ouais, j'ai montré à toutes ces personnes qui ne connaissent pas nécessairement les grands personnages de l'histoire africaine que, ouais, on a des grands personnages. Et d'ailleurs, ça va un peu dans ce que tu fais ces derniers temps. J'ai l'impression que tu vas plus vers le fond. Et à l'époque, je rappelle, tu me disais que t'as envie de faire marrer les gens, mais t'as aussi envie de faire passer des messages. Je pense que nous, qui faisons de l'humour, on passe tous des messages. Aujourd'hui, quand on me fait une vanne, c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous a gênés ou quelque chose qui nous fait rigoler, parce que c'est absurde, tu vois. Et je pense qu'on dit tous des messages. Après, chacun raconte ce qu'il a envie de raconter, quoi. Et moi, j'ai envie de raconter certaines choses. J'ai envie de parler de mes problèmes, dû à mes origines, dû à ma couleur de peau, j'aime pas trop les injustices, tu vois.
On vit dans un monde où il y a encore beaucoup de passe-droits qui ne devraient plus être, tu vois. Par exemple, dans les îles, tu vois, françaises, c'est honteux ce qui se passe. C'est compliqué ce qui se passe dans les dom-toms. Pourtant, je suis pas entier, mais je trouve c'est très compliqué. Le fait que je sois français, que j'ai grandi aussi avec beaucoup de camarades originaires des Antilles, tu vois, et je suis parti là-bas. J'ai fait des vidéos pour raconter un peu ça, tu vois, même en Afrique, tu vois, j'étais parti aussi sur l'image qu'on peut avoir nous-mêmes, même moi qui suis originaire d'Afrique, sur la terre-mère. J'ai fait des vidéos sur ça et je pense que c'est important, tu vois. En tout cas, moi, ça m'intéresse. J'essaie de mettre aller tourner en Afrique, c'est important, ouais. C'est un projet là, on verra, c'est dans ma tête, j'espère dans les prochaines. Je l'ai fait avec une petite vidéo là en Abidjan qui avait bien marché. J'espère qu'il y aura d'autres trucs encore. Et t'es déjà allé dans ton pays d'origine, République démocratique du Congo? Non. D'accord. J'espère que ça va se faire très prochainement. Bah ouais, faut y aller. C'est très joli. Et savoir les retours que t'as eu de ta famille, ce qu'ils sont venus te voir sur scène, ce qu'ils pensent de tes vidéos. Ma mère, elle est tellement fière, elle like toutes mes vidéos, elle partage tout. Elle partage tout, ma mère. Comment toutes mes vidéos. Elle est contente, tu vois, elle voit que son fils, son projet de vouloir monter sur scène, en fait, n'était pas aussi fou. Parce qu'elle voit que j'ai envie et... Elle a suivi ça de loin. Elle a suivi ça de loin. Après, maintenant, elle est de près, là. Elle est très près. Elle donne des retours, des fois, des avis bien. Ouais, elle est contente, elle lit tous les commentaires et tout. Elle fait des débriefs sur les commentaires. C'est bien. C'est incroyable. Bon, bah, c'est bien. Et bientôt, peut-être ta petite sœur aussi qui a joué, qui avait dans une dernière vidéo, là, où tu t'imites un peu les vidéos TikTok. Exactement. Qui avait fait un moment un stage ici au Paname et qui était assez drôle, d'ailleurs. Là, comment tu vois tous ces nouveaux médias, TikTok, Twitch, c'est cool, tu comprends quelque chose? Oui, je regarde pas, je connais pas Twitch. C'est pas évident. Je me suis lancé des jeux vidéo Twitch, ouais. Sur TikTok. Ouais. Non, moi je suis pas dans la critique, hein. Tout ce qui arrive, c'est que ça doit arriver. Et je suis pas là en train de me dire c'était mieux avant. Je vais dire que c'est mieux avant parce que je suis nostalgique d'une époque passée, mais comme eux diront la même chose dans 20 ans, 10 ans, tu vois. Mais c'est cool, c'est bien. Donc, juste pour terminer, si t'as des projets annoncés. Oui. À part le spectacle, à part la reprise du spectacle, des vidéos, donc plus de vidéos qui sont prévues. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de médias là qui arrivent dans ce moment là. T'as France Télévisions qui commence à bouger pas mal. Il y a Apple Plus, il y a Disney, il y a trop de chaînes là qui arrivent là. Peut-être des projets, Amazon, tout ça. Je sais pas qu'est-ce que je peux te dire sur ça. Moi tu prends ce qui arrive. Tu prends ce qui arrive, mais ouais, en fait, je suis pas calculateur. Je fais mon petit chemin. Mais t'aimerais bien quand même, un projet comme ça ambitieux. Tu sais, je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, je suis pas, je vais faire mes trucs. Je vais essayer de les produire un maximum. Si je vois qu'à un moment donné, je cale, je trouverai des solutions. Ça, comme tu l'as dit, peut-être que ce sera une de ces plateformes ou pas du tout, mais j'ai toujours eu je crois en mon destin et je sais que je ferai des grandes choses. Il y a eu à chaque fois des petits twists. Il y a toujours eu des moments comme ça. Voilà, exactement, des twists comme tu dis. Comme le dernier là, par exemple, tu vois, il y en a eu un. T'as eu le prof avant. Exactement. Chaque fois t'as des virages comme ça. Juste être focus sur le travailler dans ce que tu veux faire et il y a toujours un truc qui arrive. Rien lâcher. Comme un bonhomme, comme dirait l'observateur. De fou. Ok, bah merci en tout cas Jean-Claude. Merci pour tout, hein, Jean-Claude. Super. Merci. C'était une très bonne interview. Merci d'avoir été avec nous. Donc Jean-Claude Mwaka, qu'on peut retrouver sur les réseaux Facebook, Instagram. Merci d'avoir suivi ce podcast. Bientôt, et sur scène. Voilà. Oui, bien sûr, sur scène. Bientôt au cinéma. Avec Wesley Snipes. On lui souhaite Stallone. On souhaite avec Wesley Snipes. Jason Statham. Voilà. Donc merci d'avoir suivi ce podcast avec Jean-Claude Mwaka, que vous pouvez retrouver sur les réseaux. Et à bientôt. À bientôt. Bon, ce prochain numéro du Pitch Club. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Le Pitch Club de Jean-Claude Mwaka.